Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce webinaire sur un thème qui n'est pas commun et qui peut être difficile à appréhender. En tout cas, moi, j'ai un peu de mal à l'appréhender malgré la vulgarisation, l'effort de vulgarisation qui est fait par les intervenants et notamment Bruno Marion. Il s'agit du sujet des théories du chaos. Alors, depuis les années 1970, les théories du chaos se sont progressivement imposées sur le devant de la scène scientifique. Et par ces théories, les mathématiciens montrent que l'évolution de certains systèmes dynamiques est impossible à prédire dans le long terme. Les désordres chaotiques ne sont pourtant pas sauvages pour autant. Derrière se cache apparemment un ordre strict qui obéit aux lois physiques. C'est ce qu'on appelle l'effet papillon. Donc du chaos émerge le nouveau, l'inédit, voire même l'impensable. Alors, lorsqu'on est en période de crise comme celle du Covid-19, et probablement d'autres à venir, on laissera les intervenants nous en parler plus, il est dit qu'une fois dépassé le point de déclenchement, qu'on appelle tipping point, et je pense qu'il va être utilisé beaucoup ce mot tipping point, le système va soit s'effondrer, qui est la seconde loi de la thermodynamique, soit donner lieu à une émergence vers un nouveau système, un nouvel équilibre toujours plus complexe. Si vous n'avez rien compris à ce stade, ce n'est pas grave, puisqu'on a avec nous Bruno Marion, qui est souvent surnommé le moine futuriste et qui est auteur du livre Chaos mode d'emploi, que je vous invite à lire, qui est très bien fait. Il va tenter de nous vulgariser les théories du chaos, comme il sait si bien le faire depuis des années. Bonjour Bruno. Bonjour, bonjour à tous. Nous serons accompagnés également de Bernard-Marie Chiquet, expert en organisation, fondateur de l'Institut IGI et créateur du management constitutionnel. Bonjour Bernard-Marie. Bonjour à toutes et à tous. Et alors, c'est petite nouveauté pour ce webinaire. Il a tenu à nous offrir sa présence et je le remercie beaucoup de ça. Il s'agit d'Éric Grelet, qui est dessinateur humoristique en direct. Et donc, il va commenter le discours des intervenants sous forme de dessin. Donc, ne soyez absolument pas surpris si tout d'un coup Zoom se met en plein écran, voilà, comme ici, et si on a un joli dessin d'Éric qui arrive. Bonjour à tous. Bonjour Éric. Bonjour. Super. Alors, je vais d'abord vous poser quelques questions, Bruno et Bernard-Marie, puis ensuite on ouvrira les questions-réponses aux participants. Encore une fois, chers participants, vous pouvez poser vos questions dès maintenant via le module Q&R pendant la présentation ou après. Je les prendrai par ordre d'arrivée. Alors, on va commencer par une première question pour toi, Bruno, assez générale, parce que je pense que tout le monde n'est pas au même niveau là-dessus. Tu travailles depuis des années sur ce qu'on appelle les théories du chaos, et tout le monde a déjà sans doute entendu parler du fameux effet papillon. De quoi s'agit-il et qu'est-ce qu'elles racontent, ces fameuses théories? Merci beaucoup. Moi, ce que je peux raconter, c'est comment moi, je suis tombé là-dedans. Moi, quand j'avais 36 ans, j'avais pas d'enfant. J'en ai toujours pas, en tout cas pas d'enfant biologique. Et à 36 ans, du coup, tous ceux parmi nous qui ont plus de 36 ans, ils savent que à 36 ans, tout le monde autour de soi a des enfants. Donc, du coup, ça me renvoyait ma différence. Et je me suis posé la question de quel allait être mon legs, qu'est-ce que j'allais laisser aux enfants de mes amis, à l'univers, je ne sais pas, comme a priori, j'allais pas laisser mon ADN. Et moi, j'avais déjà à l'époque cette intuition, donc c'était il y a 20 ans, déjà cette intuition que le monde vivait des transformations incroyables et qu'on n'avait pas les outils pour comprendre et bénéficier de ces transformations. Donc j'ai quitté mon travail, j'avais plutôt un bon boulot, j'étais directeur commercial et marketing dans une très grosse boîte internationale. Et là, j'ai commencé à voyager tous les ans, à rencontrer je sais pas, des centaines, des milliers probablement de gens, des gens super riches, des gens super pauvres, des artistes, des activistes, des détenus en prison, des gens des forces spéciales, des journalistes de guerre, pour essayer de comprendre. J'ai lu de plus en plus, j'ai à peu près une centaine de livres par an. Et en fait, plus je rencontrais de gens, plus je voyageais, et moins je comprenais. Et alors, en fait, ça paraît être une blague, mais ça suit une certaine logique. C'est-à-dire, plus je m'exposais à la complexité du monde, et plus je découvrais que c'était complexe, et moins j'y comprenais. Moins j'y comprenais.
à quel point que moi, je vivais ce chaos en moi et je me disais, mais c'est pas possible. En plus de ça, je découvrais un monde déjà à l'époque et encore incroyablement en souffrance. Et je me disais, mais c'est pas possible, on va pas y arriver, je vais pas arriver, je comprends pas ce qui se passe, c'est le bordel. C'est le bordel. Jusqu'au jour où j'ai compris que le monde n'était pas bordélique, il était chaotique au sens scientifique du terme, et qu'au sens scientifique du terme, le chaos, c'est pas le bordel. Il y a, comme tu l'as évoqué, des ordres cachés, on pourrait dire. Et peut-être que pour simplifier, alors les scientifiques hurleraient s'ils m'entendent dire ça, mais je dirais que le chaos, c'est à la fois de l'ordre et du désordre. À la fois, on ne peut rien prévoir, et à la fois, on peut faire en sorte qu'il ne se passe pas n'importe quoi, ou en tout cas, dans la nature, il ne se passe pas tout à fait n'importe quoi. Si je voulais résumer en quelques phrases, en fait, c'est quoi un état chaotique? Un système, c'est quoi? Ben moi, je suis un système, l'ensemble de mes cellules, tous ensemble. Aujourd'hui, je vois qu'on est 93 connectés. Là, on est un système. Votre entreprise est un système, la France est un système, le monde est un système, etc., etc. Un système peut-être à l'équilibre. On peut symboliser ça par une ligne droite. Alors, le vrai équilibre, c'est la mort. Hein, c'est là où il ne se passe rien. Et puis, dans la plupart des cas, un système, il bouge un peu autour de l'équilibre. On peut même dire qu'il oscille autour de l'équilibre sans jamais trop s'en éloigner. Ça, c'est ce qu'on appelle des systèmes linéaires. Si je voulais faire simple, je dirais qu'une fois qu'on l'a compris, un système linéaire, on peut le prévoir et aussi le contrôler. Et ça, globalement, c'est tout notre mode de pensée. Surtout si, comme moi, vous êtes ingénieur, là, vous êtes gravement atteint. Mais même pour tout le monde qui est allé un petit peu à l'école, notre vision du monde est très linéaire. Une fois qu'on a compris un système, on peut le prévoir et on peut donc le contrôler. Ça, c'est aussi, par exemple, dans le monde financier, économique, c'est le monde des crises cycliques. Hein, alors moi, je ne suis pas économiste, mais ça monte, ça monte, ça monte, c'est la bulle, et hop, ça redescend, ça remonte, ça remonte, ça remonte, ça redescend. Ça, voilà, et on se dit que si on arrive à comprendre, on pourra prévoir. Et puis, à partir d'un certain moment, d'après les théories du chaos, c'est ce que tu as évoqué sous le nom de point de déclenchement ou de tipping point, le système peut complètement sortir de l'équilibre, et c'est là qu'il rentre dans un état dit chaotique, et c'est là où on a cet état où à la fois il y a du désordre, surtout apparent, et où on peut trouver un ordre caché. Et il y a en particulier un phénomène qui est très important, c'est ce qu'on appelle les phénomènes d'auto-amplification. Le vrai nom, ce sont des boucles de rétroaction positive, ne retenez pas ça. C'est l'effet boule de neige. C'est l'effet boule de neige. Plus la boule de neige est grosse, plus elle accumule de neige et donc plus elle grossit. Ou ce que Margot a évoqué tout à l'heure, l'effet papillon, un tout petit phénomène parce qu'il va s'amplifier, s'amplifier, s'amplifier pour avoir un énorme impact. Moi, ce que j'observe, c'est que je crois que dans un certain nombre de domaines, pour un certain nombre de systèmes, on a passé le tipping point et on observe un certain nombre de phénomènes d'auto-amplification. Et je vais terminer là. Pour moi, ce qui me fait dire qu'aujourd'hui, nous sommes en particulier dans un état chaotique, c'est d'observer que quelques morts, c'est énorme, c'est des centaines de milliers aujourd'hui. Et à l'échelle de l'humanité, j'ai honte de dire ça, c'est pas énorme, a déclenché un effet énorme. Par exemple, la moitié de la population humaine, plus ou moins en situation de confinement. Donc voilà, donc le chaos, pour résumer, c'est ni bien ni mal du point de vue scientifique. Je sais bien que pour la plupart d'entre vous, le chaos est souvent associé à des idées négatives, comme moi avant, le bordel. Mais du point de vue scientifique, c'est le message que je voudrais vous passer, ça n'est ni bien ni mal. C'est un état, comme l'eau qui peut être liquide, gazeuse, solide. Eh bien, un système, moi, votre entreprise, l'humanité, peut être stable. Encore une fois, si c'est vraiment stable, c'est la mort. Peut osciller, ça c'est notre vie de tous les jours. On a des bons jours, des mauvais jours, et peut rentrer dans ce qu'on appelle un état chaotique. Et là, par exemple, du point de vue économique, on ne parle plus de crise cyclique, on parle de crise
systémique, c'est-à-dire qu'une crise en entraîne une autre, une crise sanitaire entraîne une crise économique, qui peut entraîner une crise financière, qui peut réentraîner une crise financière, enfin, etc., etc. C'est la crise systémique, ce qu'Edgar Morin appelle une polycrise. Voilà un petit peu ce qu'est, de manière très très brève, le chaos du point de vue scientifique, et pourquoi je crois que ça peut nous aider à comprendre, en particulier avec ces phénomènes d'auto-amplification, boule de neige, effet papillon, ça peut nous permettre de comprendre certains phénomènes que nous observons aujourd'hui. Merci Bruno pour cette explication qui nous met à la page. Alors maintenant, on va revenir à la crise et je vais mettre une image. Tu parles du tipping point et ensuite du fait qu'on passe soit à l'émergence, soit à l'effondrement. Alors aujourd'hui, avec cette crise, plutôt émergence ou plutôt effondrement? Alors, effectivement, une fois qu'on a vu, et là vous le voyez, merci pour ce schéma que j'ai fait, qui est à la fois trop simple parce que les oscillations dans la vraie vie ne sont pas aussi symétriques et ordonnées, évidemment. Mais là, vous voyez bien à notre gauche quand c'est plat, et puis ce qui correspond aux crises cycliques, c'est quand ça oscille pas trop loin de l'équilibre, et les crises systémiques après. Alors, le point important, c'est effectivement qu'est-ce qui se passe après. Et c'est ça qui a valu quelques prix Nobel, en particulier à Ilya Prigogine, c'est de montrer qu'une fois que le système est entré dans une phase chaotique, il ne peut pas retourner à l'état d'avant. Alors ça, je sais que c'est probablement la partie la plus provocatrice aujourd'hui. J'ai encore lu des articles, je ne vais pas dire dans quel journal, mais qui expliquent que non, le monde va retourner à l'équilibre d'avant. C'est possible, c'est possible. À ce moment-là, il faut démontrer que soit les théories du chaos sont fausses, il faudrait à la personne un nouveau prix Nobel, soit que, et c'est acceptable, on n'a pas dépassé le tipping point. Moi, je crois qu'on a dépassé le tipping point, on pourra y revenir. Et donc, du point de vue des théories du chaos, on ne peut pas, je répète, c'est les théories du chaos, on ne peut pas revenir à l'équilibre d'avant. Il ne peut se passer que deux choses. La première chose, c'est, on va commencer par les mauvaises nouvelles, c'est l'effondrement. C'est la deuxième loi de la thermodynamique, tout redeviendra poussière. C'est aussi tout ce sur quoi travaille les collapsologues, la collapsologie, je suis sûr que certains d'entre vous, surtout en ce moment, on parle beaucoup d'eux, évoquent les collapsologues, la collapsologie. Et alors, moi souvent, on me demande, mais qu'est-ce que tu en penses? Mais moi, je suis d'accord avec eux. Puis en plus, ça, la plupart, je les connais. Il y en a, c'est des amis. Et puis c'est des gens, de mon point de vue, extrêmement sérieux, qui savent de quoi ils parlent. Eux, ils travaillent voilà, sur la partie du bas, sur l'image, c'est sur l'effondrement. Moi, ce que je voudrais, et c'est peut-être mon message principal aujourd'hui, c'est de dire que d'après les théories du chaos, oui, le système peut s'effondrer, on pourra prendre plein d'exemples tout à l'heure, et que c'est une partie de l'histoire seulement. Il y a une autre partie de l'histoire, et l'autre partie de l'histoire, ce sont les émergences. Et ce que nous disent les théories du chaos, c'est que après une crise systémique, en tout cas, on peut, qui sait, là ça va être peut-être rêveur, on peut avoir une nouvelle civilisation où on pourrait vivre ensemble à 8 milliards, 10 milliards, je ne sais pas combien, où il y aurait à manger de qualité, il y en a abondance, etc., etc. Ce qu'on apprend des théories du chaos, c'est que lorsqu'il y a émergence, c'est toujours vers un système dit plus complexe. Qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, une émergence, c'est quand le vivant est passé de l'atome à la molécule, et puis de la molécule à la cellule vivante, et puis de la cellule vivante à l'organisme vivant, et puis pour certains, de la complexité, l'être humain, c'est peut-être discutable. Alors, la complexité, c'est quoi? Vous voyez, quand on passe de l'atome à la molécule, même si vous n'êtes pas biologiste, vous savez qu'une molécule, c'est quoi? C'est un ensemble d'atomes. Et que ça n'est pas qu'un ensemble d'atomes. Il y a un petit truc en plus. La plupart de vous, je ne vous vois pas, vous êtes peut-être assis sur une chaise. Je peux imaginer que vous n'êtes pas qu'un tas d'atomes assis sur une chaise. Vous avez un petit truc en plus. Eh bien, aujourd'hui, je pense que, de mon point de vue en tout cas, on est là. On avait déjà passé un certain nombre de tipping points.
mais que là, simplement, on est à un tipping point d'une autre échelle. On a atteint des phénomènes d'auto-amplification, encore une fois, des dizaines ou des centaines de milliers de morts qui déclenchent. C'est pas la première fois que l'humanité a des morts, des nombres beaucoup plus importants que ça. C'est la première fois que ça impacte autant de personnes au même moment sur l'humanité. Et donc ça, moi, ça me laisse penser que nous avons dépassé le tipping point et que donc nous sommes soit face à un effondrement au niveau civilisationnel, au niveau individuel, on peut faire un burn-out, être déprimé par ce qui se passe, au niveau de l'entreprise qui peut s'écrouler, et au niveau de la civilisation, ou alors, et moi c'est là où je voudrais vous inviter, on peut travailler ensemble, et je donnerai quelques outils pour ça, on peut travailler ensemble à favoriser une émergence à la fois individuelle et collective et pourquoi pas civilisationnelle. Voilà en quelques mots. Alors je ne sais pas si je partage maintenant quelques outils ou si on attend tranquillement les questions. Margot, je te laisse me dire. Oui, tu peux partager quelques outils, encore quelques minutes. Alors, super important, parce que les théories du chaos, c'est bien sympa, mais si vous n'êtes pas scientifique, il faut retenir simplement ce à quoi ça peut vous servir aujourd'hui. Alors, ça peut vous servir essentiellement pour plusieurs choses. La première, c'est retenez que le chaos, ce n'est pas le bordel. Il y a une sorte d'ordre caché. Et ça va nous donner le premier outil. Ce premier outil, c'est ce qu'on appelle dans les théories du chaos un attracteur étrange. Dans le désordre, si vous voulez, on ne peut rien prévoir. C'est le hasard. Alors, il y a peut-être des lois, des règles statistiques qui s'imposent, mais on ne peut rien prévoir. Et puis, dans l'ordre, le côté linéaire, là, je vous l'ai dit, on peut prévoir et donc contrôler. Eh bien, le chaos, c'est ni l'un ni l'autre. Le chaos, c'est quelque chose d'autre où, à la fois, je vous l'ai dit, on ne peut pas prévoir, et à la fois, il y a une sorte d'ordre caché. Et ça, c'est ce qui s'appelle un attracteur étrange. Eh bien, ce qu'on peut faire dans ces phases chaotiques, c'est se créer, et c'est mon premier outil, créons-nous au niveau individuel, et je l'espère aussi au niveau collectif, un attracteur étrange, ce qu'on va traduire par un rêve, une image positive. Donc moi, par exemple, ceux pour qui c'est le plus dur en ce moment, professionnellement ou personnellement, mon premier conseil, si vous voulez à la fois traverser cette tempête, car on peut parler de tempête comme en navigation, de la manière la plus, j'ose pas dire confortable, et en même temps contribuer à l'après, à une émergence pour vous et pour votre collectivité, ayez une vision positive. Qu'est-ce que vous voudriez pour après la crise? Dans un mois, dans 6 mois, dans un an, dans 2 ans, où est-ce que vous vous projetez? Où est-ce que vous êtes avec votre famille, si vous en avez une? Où est-ce que vous êtes avec votre entreprise, en particulier si vous avez des responsabilités de management? Et si vous avez envie, si ça vous parle, si vous pouvez avoir une sorte de rêve pour l'humanité. Ça sert à quoi? Je vais prendre un exemple, peut-être 2 métaphores, pour expliquer comment ça marche de manière simple, un attracteur étrange. Si jamais certains d'entre vous, vous avez fait du vélo ou de la moto dans du sable, vous allez tout de suite me comprendre. Et pour les autres, j'explique. Quand on fait de la moto ou du vélo, simplement sur la plage ou dans une dune, en fait, le réflexe souvent, parce que ça commence, le guidon commence à vibrer un peu dans tous les sens, donc on regarde le guidon et on essaye de contrôler. Et en fait, en voulant contrôler, on ne fait qu'empirer les choses. Et donc là, je peux vous parler d'effondrement parce que c'est un effondrement au sens propre, pas au sens figuré. Vous vous cassez la gueule. Eh bien, tous ceux d'entre vous qui ont déjà vécu ça, vous savez que même pour un débutant, le seul moyen de ne pas tomber, c'est d'avoir un point fixe loin devant. Et là, comme par miracle, c'est ça l'attracteur étrange, c'est comme par miracle, votre corps, votre esprit, je ne sais pas quoi, va réussir à guider bien tenir le guidon sans faire d'auto-amplification et vous allez pouvoir continuer. Eh bien, ce point fixe devant qui peut changer, hein, vous avez le droit de changer en fonction des circonstances, en fonction de ce qui se passe dans la crise, vous pouvez updater, mettre à jour votre rêve jour après jour. Ah ben non, ça c'est plus valable. Hop, vite, il me faut une autre vision positive pour moi, pour ma communauté, pour ma collectivité ou pour mon entreprise. Ayez ce point fixe. Ma deuxième métaphore, c'est le phare dans la tempête. Dans ce moment de tempête où les courants, les vents vous emmènent dans tous les sens, la première chose qu'il vous faut,
c'est ce point fixe, ce phare, encore une fois en fonction des informations météo que vous avez, et on pourra parler du traitement de l'information après, en fonction du traitement, en fonction de la météo, ben, vous pouvez changer de cap. Le point important, c'est qu'à tout instant, comme sur le vélo, vous devez avoir un cap. Mon premier conseil, c'est créez votre propre attracteur étrange, ayez une vision positive pour vous et pour ce qui a de la signification pour vous, votre communauté ou la collectivité, et visualisez de manière positive tout en n'hésitant pas à adapter ce rêve jour après jour. Mon deuxième outil, qui nous est aussi inspiré par les théories du chaos, c'est le concept d'itération, de répétition. En fait, les émergences dans les théories du chaos, je ne sais pas si vous vous souvenez, ça vibre comme ça, il y a une sorte de répétition, on parle d'itération. Eh bien, pour vous apporter à la fois de la stabilité dans cette tempête sur votre bateau, à la fois de la stabilité et la contribution à aider à faire émerger quelque chose avec l'effet papillon, encore une fois, des tout petits trucs dans votre vie peuvent entraîner de grandes choses. Moi, je vous invite à avoir, je pourrais le dire autrement, sur le vélo, il faut avoir un point fixe, mais il ne faut pas oublier de pédaler non plus. Eh bien, l'équivalent de pédaler, ce petit mouvement après mouvement, c'est ce que j'appelle vos routines, vos habitudes. Dans ce moment d'instabilité, parfois importante pour certains d'entre vous, ayez vos petites routines. Moi, par exemple, j'ai des routines matinales, même dans ces moments où moi, je pensais être tranquille dans ma maison résiliente en Ardèche. Et en fait, j'ai jamais été autant sollicité compte tenu du fait que j'imagine que ça fait 20 ans que je travaille sur ces sujets-là, et bien quoi qu'il arrive, je maintiens précieusement mon petit temps de routine. Je maintiens précieusement ce temps. Donc moi, j'ai une petite méditation, une grande méditation tous les matins. Je lis au moins 15 minutes. J'ai un petit exercice de gratitude, des petits exercices physiques. Voilà, tous ils peuvent vous paraître insignifiants et sans importance. C'est la répétition de ces exercices qui à la fois m'apportent de la stabilité et va déclencher des phénomènes d'auto-amplification. Parce que j'ai médité, parce que j'ai lu, je vais être plus serein, moins pollué par les médias sociaux, par les informations, je vais avoir de meilleures idées, je vais être plus capable à émerger. Voilà, en résumé, moi je crois que nous avons passé le tipping point. On pourra y revenir, il y a un certain nombre d'indicateurs qui le laissent penser. Je pense que nous sommes dans une crise systémique et que de cette crise systémique, oui, il y a des risques d'effondrement, au pluriel, et il y a des risques d'incroyable émergence, de faire émerger des choses soit auxquelles on ne rêvait plus, soit on n'avait encore jamais rêvé. Et deux moyens de contribuer à cette émergence, c'est avoir une vision positive de où on veut être après, et d'avoir un ensemble de routines. Par exemple, ma première routine, tous les matins, avant même la méditation, je visualise où je veux être après. Et ça nous apporte ces petites routines, ces habitudes, à la fois de la stabilité dans notre bateau sur la tempête et de déclencher ces effets papillons, ces effets boule de neige ou d'auto-amplification. Merci Bruno. Alors on a Eric qui va nous agrémenter d'une petite image et j'aurai une question pour Bernard-Marie après. Merci Eric pour cette petite pause ludique. Merci Bruno pour ces explications sur le chaos. Alors on a déjà des questions qu'on prendra après, notamment sur ce que c'est que le tipping point. Je te dis aussi Bernard-Marie, comme ça tu pourras aussi en parler. Alors Bernard-Marie, en tant qu'entrepreneur et dirigeant d'entreprise, comment est-ce qu'on peut permettre à nos entreprises aujourd'hui d'aller vers l'émergence et non l'effondrement ? Du coup, merci beaucoup Bruno d'avoir reposé tous ces principes de base, tous ces fondements que tu as retirés avec ton talent extraordinaire de vulgarisation, de recherche et de vulgarisation sur ces différents points de repère qui nous ont été enseignés que tu as tirés des théories du chaos. Peut-être que Margot, tu pourras remettre le schéma que tu montrais tout à l'heure avec justement le tipping point. Ça m'aiderait probablement dans ce que je vais pouvoir dire. Moi, je vais commencer comme ça. Je me suis toujours,
je connais Bruno maintenant depuis un certain nombre d'années et en fait, ce qui m'a attiré lorsque je l'ai rencontré, c'est que j'ai pu mettre des mots sur ce qui m'habitait à l'époque sans vraiment j'en avais la conscience. Et ce qui m'a emmené ensuite sur l'Acracy, c'est-à-dire de trouver des véhicules qui permettent de naviguer dans des zones, à l'époque j'appelais ça des zones chaotiques et c'était les premières conversations que j'avais avec Bruno. Et c'était très inspirant, à la fois les théories du chaos et puis le discours de Bruno à l'époque, à tel point qu'on avait fait une première conférence, on n'avait pas énormément de personnes parce que le sujet n'était pas trop encore d'actualité et je pense qu'il va le devenir. Euh, et dans mon quotidien, je rencontre un certain nombre de dirigeants et je suis assez étonné parce que assez peu de dirigeants beaucoup de dirigeants dans leur vocabulaire, donc ils ont dépassé la crise à court terme que tout le monde a géré là, dans les 3-4 dernières semaines, où la plupart des dirigeants que je connais ont géré. Et puis maintenant, ils se posent la question de l'après-crise. Et je trouve ça, alors peut-être que j'ai complètement faux, mais je fais partie de ceux qui, comme Bruno et d'autres, on pense que même qu'on a soit atteint le tipping point et en matière, alors il faudrait préciser sur quel terrain de jeu, mais probablement sur un grand nombre de terrains de jeu, soit si on ne l'a pas encore atteint, on va l'atteindre. Et là, je vais me centrer sur le monde organisationnel des entreprises. Et je trouve ça gênant et du coup, je leur apporte une perspective parce que moi, en tant que dirigeant, si j'étais dirigeant, je ne me consacrerais pas à gérer l'après-crise, je me consacrerais à gérer l'avant-prochaine crise. Ou bien je me consacrerais à transformer ou à équiper dans un souci de pérennité de mon entreprise. Une fois que je comprends le schéma et que je comprends que si le tipping point va arriver, en gros, pour mon entreprise, il se passe quoi? Soit elle s'effondre, soit elle émerge. Je me poserai la question de qu'est-ce que je fais là, ici et maintenant, pour préparer pour mettre mon véhicule organisationnel, mon bateau, mon navire organisationnel, mon entreprise dans les meilleures conditions, le plus équipé possible, pour qu'elle ait une chance. Il n'y a aucune garantie en la matière, personne ne sait rien du tout, tout est imprévisible, mais pour qu'elle ait une chance d'émerger. Et du coup, de ce point de vue-là, avec cette perspective-là, c'est intéressant de regarder ce qu'on peut apprendre des théories du chaos. Et notamment, je vais rebondir tout de suite sur la question de la complexité. Et pendant longtemps, on m'a reproché, enfin souvent reproché à l'holacratie d'être complexe. Je ne dis pas que l'holacratie vous permet de passer l'émergence, mais en tout cas, l'holacratie amène de la complexité et plusieurs niveaux de complexité. Et dans cette complexité, je vais en passer quelques éléments très concrets. L'autre élément sur lequel je voudrais intervenir sur ce sujet, c'est ce que mentionne Bruno en parlant d'attracteurs étranges. Et je trouve ça assez fascinant que ce sujet-là, peut-être que tu pourrais montrer, si tu avais une photo de la BD, ce sujet-là, il existe déjà. Alors, on peut parler au niveau individuel de rêve, bien sûr. Pour ce qui concerne des entreprises, moi, je parlerais plutôt de raison d'être. Mais la raison d'être, non pas de la façon dont on entend parler, raison d'être régulièrement, notamment à travers les effets, la loi Pacte, etc., où la raison d'être, elle reste quand même malgré tout le dénominateur commun qui couvre l'ensemble des besoins des parties prenantes. Là, je parle de la raison d'être au sens où on peut le retrouver dans le livre de Frédéric Laloux, Reinventing Organization. Il a fait une super vidéo d'ailleurs qu'on pourra peut-être vous passer sur, si vous ne la connaissez pas, sur ce qu'il appelle le fake purpose, la raison d'être fake, versus la raison d'être évolutive. Qu'est-ce que c'est que la raison d'être évolutive et qu'est-ce que ça veut dire pour un dirigeant? La raison d'être évolutive, c'est la raison d'être d'une entreprise vue comme un être vivant doté de sa propre identité, donc de sa propre raison d'être, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas le rêve du dirigeant, c'est un peu plus fin que ça, c'est quelque chose qui appartient à l'organisation elle-même. Et qu'effectivement, il y a, dirigeant ou pas, il y a ce qu'on appelle une personne source qui est capable de capter ça, où il peut y avoir des processus pour la révéler. Et cette raison d'être, en fait, elle aspire à être. C'est ce vers quoi l'entreprise aspire à être au monde. On est dans un schéma évolutif, on est dans un algorithme évolutionnaire, évolutionniste. Alors, je n'osais pas trop parler de tout ça avant parce que l'environnement me faisait prendre pour un fou. Mais maintenant, c'est à peu près évident. Je pense que la première chose pour un dirigeant, c'est une forme de lâcher prise. Il n'y a pas nouveau, mais là, de le dire, lâcher prise vers non pas la capacité à contrôler ce qui va arriver, personne ne sait ce qui va arriver, mais ce qui va arriver, et si son entreprise doit émerger, elle va émerger sur le coup ou avec l'évolution. Et donc, la seule question, c'est finalement de se centrer ou de suivre ou de se caler sur ce vers quoi l'organisation aspire, sa raison d'être à elle, son processus évolutif. Et donc, de lâcher toute projection
tout contrôle, de prévoir et de contrôler, lâcher toute projection pour son entreprise au profit d'essayer de découvrir et de révéler ce vers quoi l'entreprise aspire à être dans un travail de révélation et ensuite de s'aligner, de faire un avec, de l'aider à aller vers la zone d'émergence. Si son entreprise, il n'y a aucune garantie là-dessus. Alors c'est flippant, mais c'est comme ça, il n'y a aucune garantie. Si on croit à la théorie du chaos, et on est dans cette hypothèse-là, bien évidemment, il n'y a aucune garantie. Mais autant se donner les meilleures chances. Et la meilleure chance passera par ce que l'évolution fera. Et donc un peu d'humilité par rapport à l'évolution. Et qui dit évolution dit raison d'être, au sens raison d'être évolutive. Et là, on a un attracteur qui est énorme. Et moi, j'en parle à travers l'holacratie, mais on pourra en parler autrement, ce n'est pas la question. Mais la raison d'être dans une entreprise, avec le sens que je viens d'y donner, qui est assez éloigné de la façon dont il est usuellement utilisé, c'est un attracteur, c'est un aimant. D'ailleurs, vous voyez sur le schéma, on l'avait fait il y a quelques années. En fait, c'est vraiment un aimant. C'est un aimant qui va attirer quoi? Qui va attirer tout ce que les collaborateurs, les employés doivent traiter, on appelle des tensions, pour aider l'entreprise à naviguer, à évoluer dans le sens qui est vers sa raison d'être, vers ce à quoi elle aspire, ou ce que le monde attend, vers son processus évolutif. Donc, la vraie question pour moi d'une entreprise qui voudrait se donner toutes les chances de réussir à passer, à émerger, à passer à un autre niveau de complexité, c'est probablement de s'aligner sur processus évolutif. Holacracy en est un, Holacracy est un algorithme évolutif à condition de se centrer, de s'aligner sur cette raison d'être, révélée et non pas projetée par les humains, et que l'ensemble des êtres humains puissent capter toutes les tensions qui vont naturellement être attirées par cet attracteur étrange. Et ensuite, il y a un certain nombre de rituels. Je reprends les termes que j'aime beaucoup de Bruno sur les rituels. En fait, Holacracy, c'est une boîte. Holacracy ou d'autres systèmes de management constitutionnel, ce n'est pas la question, il y en a plein d'autres, va permettre à tout à chacun, à travers des rituels, de traiter l'ensemble de ces tensions au profit de l'organisation à travers des réunions ou des rituels de réunion ou pas, d'autres systèmes. Je pense que ça, c'est vraiment le premier gros sujet, le premier outil que j'ai appris d'ailleurs grâce à Bruno, qui est cet attracteur étrange. J'ai fait le lien tout de suite avec la raison d'être parce que c'est comme ça que ça fonctionne dans les entreprises en holacratie, avec cet attracteur étrange. Et puis, voilà, je peux peut-être continuer sur la question de fractal. Bruno n'a pas parlé, mais je sais que Bruno en parle souvent. Et ce qui est sûr, c'est que tout organisme qui n'est pas structuré de façon fractale, donc a probablement pas de chance, aucune chance d'émerger. En tout cas, il est à peu près voué à l'effondrement. En tout cas, c'est ce que moi j'ai retenu. Et comme, du coup, la question, toutes ces entreprises qui n'ont pas une structure fractale, et la plupart des pyramides n'en ont pas, à mon avis, ont de gros soucis à se faire. Et que je ne dis pas que si elles passent avec une structure fractale, elles vont passer en émergence, mais en tout cas, si elles ne l'ont pas, probablement qu'elles ne vont pas passer. Une structure fractale, c'est quoi? C'est une structure où le corps de l'organisation, et le corps de l'organisation est organisé de la même manière qu'un être humain. Bruno parlait tout à l'heure je crois que tu en parlais, ou c'est dans une des vidéos que j'écoutais, je ne sais plus, mais souvent la métaphore qui est prise, c'est des atomes qui constituent des molécules, qui constituent des cellules, qui constituent des organes, qui constituent un être humain, puis n'importe quel être vivant. Ça, c'est une structure fractale où à chaque fois qu'on passe d'un niveau, une cellule, c'est bien plus que la somme des atomes, ou une molécule, c'est bien plus que la somme des atomes que ça constitue. On passe à un niveau de complexité. Ce qui est la caractéristique de l'ensemble des structures vivantes, et ce qui est une des caractéristiques, quand on passe à un niveau émergent, on passe à un niveau de complexité supplémentaire qui intègre, on change de niveau de haut long, de holistique, tout ça c'est la même racine. Et donc ça prend une structure qui est fractale. Et la pyramide où il y a le CEO avec ses différents chefs de service, c'est absolument pas fractal. L'holarchie, c'est-à-dire une structure de rôle, vous voyez le rôle comme des micro-entreprises, l'entreprise globale comme une galaxie très agile de micro-entreprises, lesquelles peuvent se regrouper en une entreprise un petit peu plus grosse lorsqu'on passe à l'échelle, constitue une structure fractale. Je pense que ça, c'est un deuxième élément. Donc, le conseil que je pourrais donner à un dirigeant, c'est ceux que je leur donne, ceux que j'accompagne, c'est un, la raison d'être, et deux, de passer à une structure fractale. Et donc, on rentre dans le rôle, la question ensuite d'autonomisation de l'ensemble des collaborateurs pour que les collaborateurs soient capables de gérer des mini-entreprises qui sont ces rôles, de créer eux-mêmes de la valeur ajoutée, de rentrer dans des postures de clients-fournisseurs les uns avec les autres, pour avoir finalement une espèce de galaxie organique telle qu'on peut les retrouver dans pas mal de systèmes naturels.
Donc, voilà ce que je voulais, des pistes que je voulais poser. Je ne veux pas monopoliser trop longtemps la parole. Je ne sais pas comment tu organises les choses, Margot, et laisser la place à des questions. Peut-être encore un élément, j'en ai plein d'autres, mais juste un élément pour concrétiser, pour pas que ça soit trop abstrait, même si j'ai conscience que tout ce qu'on se dit est abstrait. Pour ceux qui pensent qu'il y a une chance qu'on aille vers le tipping point, une pratique, et je reviens sur les rituels, Bruno parlait d'un certain nombre de rituels, si je transpose ça dans l'organisation, il y a un rituel qui est important, c'est la question de traiter les tensions. Les tensions, c'est les écarts qu'on peut observer, qu'on peut ressentir, et les humains sont des capteurs extraordinaires de tensions. À chaque fois que je ressens un écart entre la situation qui est et un potentiel, quelque chose qui aspire à être, on est encore toujours sur le concept de l'évolution, eh bien c'est une tension, et Holacracy, c'est juste une machine ou un ensemble de processus et d'outils pour que je touche à chacun puisse traiter ces tensions, mais d'une façon agile, c'est-à-dire qu'on a la raison d'être bien en tête, on s'intonise par rapport à la raison d'être au niveau de l'entreprise, au niveau des cercles, au niveau des rôles, ou même au niveau individuel, parce que c'est la même chose finalement sur un autre système qui est l'individu. Le rôle est un système, le cercle est un système, l'organisation est un système, l'individu aussi est un système. Et ça se fait en mode agile. Alors, j'aime pas trop, on va essayer de développer un peu plus, c'est-à-dire que ça se fait sans planifier, c'est-à-dire une tension à la fois. C'est-à-dire que on pourrait utiliser cette métaphore pour bien faire comprendre, c'est que la façon dont on traite comme une routine quotidienne et qu'on va de ce point de vue-là espérer rechercher ou que des effets papillons émergent pour nous accélérer et propulser vers ce statut d'entreprise émergente, si je peux m'exprimer ainsi, c'est finalement le même exercice que la gestion d'une pelote de laine. Quand vous avez une pelote de laine qui est emmêlée, eh bien, le meilleur processus que je connaisse pour démêler une pelote de laine, c'est de prendre un fil. Commencez par prendre un fil. Vous tirez le fil délicatement et vous regardez si la pelote de laine est en train, si le problème s'amplifie, au contraire, il ne s'amplifie pas. Si le problème s'amplifie, vous arrêtez évidemment et vous prenez un autre fil, une autre tension. Et puis une fois que, en tirant sur ce fil, vous vous rendez compte que ça commence à dénouer la pelote de laine qui est encore très emmêlée, eh bien, tirez le fil jusqu'au bout et choisissez un fil après. Et comme ça, sans savoir à l'avance ni combien de fils vous allez tirer, ni quel fil vous allez tirer, le problème va se résoudre. Mais moi, je vois le processus d'émergence, enfin, un des éléments pour continuer à imager des choses très abstraites, pour doter nos entreprises de la complexité supplémentaire nécessaire et seule nécessaire pour espérer en tout cas se mettre les meilleures conditions pour passer en émergence, c'est la capacité de profiter de l'ensemble des capteurs et des potentiels des êtres humains à tirer chacun les fils qui empêchent l'organisation d'aller vers son processus évolutionniste et donc son émergence. Car si elle passe en mode émergence, c'est bien parce que l'évolution l'y aura amené. Ce n'est pas parce qu'un être humain génial ou un CEO génial aura eu la lumière et nous aura dit où il faut aller, ou un président de la République ou qui que ce soit d'autre. On a dépassé tout ça, c'est devenu obsolète, on passe à autre chose. Et peut-être que je me trompe complètement et qu'on n'est pas dans une situation où le tipping point est dépassé ou va arriver, mais là je pense que c'est une hypothèse qui est plus que sérieuse à envisager, et ça serait non-assistance à l'organisation en danger en termes de pérennité que de ne pas s'y coller et d'envisager cette hypothèse-là en tant que dirigeant. Merci Bernard-Marie. Alors, on va faire le petit intermède Eric et puis ensuite on passe aux questions des participants. Alors, moi j'ai deux dessins. Alors, le premier. Et le deuxième. Le premier d'abord, parce que je fais des choses dans l'ordre, moi, sinon ça ne marche pas. Le suspense. Par rapport au lâcher prise, voilà. Et le deuxième, alors le deuxième, il va pas tarder. On reste connecté. Voilà. On lâche la prise. Le deuxième, alors c'est le tas d'atomes assis sur une chaise. Ça me plaît beaucoup. Surtout en temps de confinement. Je suis un tas d'atomes at home. Mais pas que. Mais pas que. Merci Eric. Les participants nous font des retours. Je ne sais pas si tu les vois. Ils adorent.
Merci beaucoup. Alors, on va passer aux questions des participants. Il y en a pas mal. Et puis, on fera aussi des petites intermèdes, Eric, s'il y en a. Alors, on va commencer par la première question qui est de Myriam. La vision systémique n'est-elle donc pas la soft skill la plus importante pour traverser les crises? La capacité à voir une crise dans son ensemble et à la fois les répercussions opérationnelles de chaque potentiel d'action. Merci. Alors, qui est-ce qui veut démarrer? Et juste, je pose qu'on a pas mal de questions, donc je vous invite à être concis, Bruno et Bernard-Marie. Je veux bien répondre. Oui, la vision systémique est super importante. Je dirais que pour moi, elle va avec l'humilité. C'est-à-dire que plus la crise devient systémique et plus ça va être compliqué de comprendre l'ensemble des interactions. Donc ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas abandonner, parce que plus on va être capable de comprendre pourquoi ça déclenche ça et ça déclenche ça, plus on va être capable d'agir efficacement. Et en même temps, il faut être d'une grande humilité, parce que si la crise est vraiment systémique et d'importance, faut savoir qu'on n'y arrivera pas complètement à saisir et à comprendre. Ça, c'était possible dans le monde d'avant, dans le monde linéaire. Donc, il faut accepter cette part d'incertitude. Et le meilleur moyen pour ça, c'est d'accepter de se poser des questions en permanence. Dans le monde d'avant, on avait des réponses. On les avait pas toutes, mais on pouvait avoir l'illusion de trouver toutes les réponses. Dans une vraie crise systémique, on ne pourra pas tout comprendre, les tenants et aboutissants de tous les aspects de la complexité. Donc, il faut essayer d'en comprendre le plus en plus, d'avoir le plus de hauteur possible, et en même temps savoir qu'on ne pourra pas tout comprendre. Et donc, il est important de s'entourer de gens qui sont capables de poser des questions. Nous, par exemple, avec ma petite famille, on est 4 dans ma maison résiliente en Ardèche. Régulièrement, on se fait des petites sessions où on cherche à poser des questions. Tiens, pour nos jobs respectifs et puis pour notre vie personnelle, notre vie commune, tiens, et qu'est-ce qu'on ferait s'il se passe ça? Et alors souvent, moi-même, qui suis le plus vieux de la famille, je dis, non mais attends, là, tu es en plein délire, là, faut peut-être pas exagérer non plus. Et ben, quand je m'entends dire ça, je me dis, mais tais-toi. C'est justement ça qu'il faut faire. C'est délirer, se poser les questions. Quand vraiment la crise est systémique, on va avoir des surprises, des bonnes et des mauvaises. Donc, comment être prêt à saisir les bonnes? Comment être prêt à se protéger le plus possible, à avoir un temps d'avance sur les mauvaises surprises? La seule méthode, c'est de garder cette part d'humilité qui fait qu'on ne pourra jamais tout comprendre. Il faut en permanence se poser les questions. Et s'il se passait ça? Et s'il se passait ça? Qu'est-ce que je fais? Merci Bernard-Marie, tu veux réagir dessus? Oui, moi j'utilise le mot de crise évolutive. Je pense qu'on a une vraie crise d'évolution et ce n'est pas la première. Il y en a dans l'histoire de l'humanité, il y en a déjà eu un certain nombre. C'est juste impensable et c'est ça qui est difficile. Quand on dit que c'est incertain, tout le monde est d'accord avec ce mot-là, mais qu'est-ce que ça veut dire que c'est incertain? Ça veut dire qu'on ne peut pas prévoir, ça veut dire que personne ne peut prévoir, quel que soit l'outil que vous utilisiez. L'être humain ne peut plus prévoir. Et c'est ça qui est difficile à encaisser. Je pense que la première chose, c'est effectivement, on est du côté des soft skills, c'est la capacité de tout à chacun à faire le deuil et faire face à la réalité. Et je vois bien autour de moi que la plupart des gens, même qu'avec le Covid-19, qui est une crise, mais bon, on pourrait imaginer des crises pires, je ne sais pas ce que je souhaite, mais on pourrait imaginer, ça peut arriver, c'est de l'ordre du possible. Mais même qu'avec ça, qui est grave, d'accord, mais qui n'est pas si grave que ça. Enfin, beaucoup de gens sont quand même bien dans cette phase. Pas bien, mais on arrive à survivre. Eh bien, je vois ce qui se passe. Il y a un processus de transformation intérieure pour tout chacun, que vous le sachiez ou non, parce que nos conditions ont changé et parce qu'on est dans une crise d'évolution. Et donc, on ne sait plus, on ne sait pas. Alors, il y a des paris qui peuvent être faits sur la fin du confinement, le plan de déconfinement en fonction des pays, etc. Sur le fait qu'il y ait des crises économiques après, des crises sociales. Personne n'en sait rien. Et tout le monde y va de sa conjecture, mais personne ne sait rien. Et donc, je pense que la première soft skills à acquérir, elle n'est pas simple, c'est la capacité à faire avec ce qui est dans le moment présent, à l'instant présent, la capacité à se recentrer. Bruno parlait tout à l'heure de méditation, mindfulness, tout ce que vous voulez maintenant, mais la capacité de se recentrer. Pourquoi? Pour se recentrer,
pour prendre de la distance par rapport à ce qui est, pour ouvrir tous les possibles et surtout pour canaliser. Je reviens à ce que je disais sur la raison d'être tout à l'heure. La raison d'être de l'entreprise, la raison d'être d'une équipe, d'un cercle, la raison d'être d'un rôle, ma propre raison d'être, eh bien, en fait, il y a quelque chose de magique. Bon, je prends le risque de passer pour un fou, mais ce n'est pas très grave. Je pense qu'en cette période, le risque n'est pas très grand. C'est que cette raison d'être, ce n'est pas moi qui décide où je vais. Je n'ai jamais rien décidé. En fait, il y a quelque chose de magique, une petite voix intérieure, quelque chose qui arrive. J'ai un copain qui s'appelle Peter Koenig qui a travaillé sur les principes sources et qui démontre, pour avoir accompagné des centaines de dirigeants, que dans toute entreprise, il y a quelqu'un qui est la source, pas forcément le fondateur, ça peut être le fondateur, quelqu'un qui est la source. Qu'est-ce que ça veut dire être la source? Pas le mec génial qui a de la vision, il est formidable ce type, il a une super vision. Non, non, ça c'est un mythe. En réalité, la personne source, c'est la personne qui est capable de, dans une certaine posture, qui demande effectivement de l'humilité ou du centrage, de capter, de canaliser le prochain pas de l'entreprise. Cette même personne, d'ailleurs, elle est toujours dans le doute et elle peut avoir d'autres rôles dans l'entreprise. Et c'est cette vision sur le prochain pas qu'on a besoin tous de capter dans nos différentes sphères, que ce soit la sphère familiale, la sphère personnelle, la sphère de mon rôle ou de mes rôles au sein d'une entreprise, la sphère du cercle, si je suis leader de cercle, ou la source dans le cercle, la sphère de l'entreprise, etc., etc. Et donc, comment contacter la source? C'est-à-dire qu'on passe d'un système mental à un autre système. Et je pense que c'est ça qui va nous guider. En tout cas, moi, je ne suis pas le seul à penser ça. Je rassemble pas mal d'approches différentes. Je parlais de source, je parle de raison d'être évolutive. Mais tout ça, c'est la même chose. C'est la capacité à canaliser quelque chose. Alors, on peut appeler ça un rêve, mais si dans le mot rêve, ce n'est pas quelque chose qui est projectif, ce n'est pas l'ego qui rêve. On est sur un autre plan. Et je pense que la crise, elle est évolutive parce qu'on est en train de passer à un autre niveau de complexité de l'être humain lui-même et on est en train de dépasser le niveau mental. On est passé de la pierre aux végétaux et puis aux animaux et à l'être humain. On a rajouté des couches de complexité. Eh bien, probablement si on a dépassé le tipping point à un plan suffisamment général qui touche l'humanité, voilà, ce que je ne souhaite pas et en même temps, voilà, ça dépend de quoi on parle, comme on en parle, il faudrait mettre. Eh bien, probablement que l'être humain émergent, il va avoir d'autres capacités, d'autres niveaux de complexité qui sera au-delà du seul mental, qui voit bien où ça nous a mis. Et cet élément-là, il y a plein de façons de l'approcher. Je pense que je ne suis pas tout seul à approcher cette chose-là. Il y a plein de courants, eh bien, il est quelque part à l'intérieur de chacun d'entre nous. Et donc, c'est une boussole intérieure qui est un des soft skills, à mon avis, les plus essentiels dans la période qu'on vit. Merci. Je suis désolée, mais on va essayer de faire plus court sur les questions si possible, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Plutôt que de voir un effondrement, n'y voyez-vous plutôt pas un délitement, c'est-à-dire des micro-effondrements qui se succèdent sur une plus longue période de temps? Alors, c'est peut-être une question pour moi. Je vais répondre. Avant, pour pas que j'oublie, j'ai prévu un ensemble de petits bonus pour vous, parce qu'on n'a évidemment pas le temps de tout couvrir. Donc, je vais vous remettre dans la petite page conversée, là, dans la petite boîte conversée. Voilà, j'ai mis plein d'outils pratiques, les liens pour mes 3 derniers articles qui sont spécifiques sur la crise. Donc, je vous le remettrai. Cliquez dessus aujourd'hui ou copiez-le, sinon vous le ferez jamais. Alors, on me demande souvent cette question. Alors, c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai dit oui, quand on parle d'émergence ou d'effondrement, souvent, il faudrait rajouter un S. Alors, du point de vue, pour être très clair, du point de vue des théories du chaos, pour un système considéré, une fois qu'on a passé le tipping point, qu'on a ces phénomènes, et je crois que j'ai vu la question, qu'est-ce qui fait dire qu'on a passé le tipping point? C'est quand on a des phénomènes d'auto-amplification. C'est-à-dire quand une petite crise en entraîne une plus grande, qui en entraîne une plus grande, qui en entraîne une plus grande. Et pour moi, 100 ou 200 000 morts qui entraînent la moitié de la population mondiale dans une forme ou une autre de confinement, la quasi-totalité de l'économie des pays dits développés pratiquement à l'arrêt, on a de toute évidence un petit, encore une fois, c'est affreux de dire ça pour tous les gens qui souffrent ou qui ont souffert, mais un petit phénomène à l'échelle de l'humanité a déclenché un énorme truc à l'échelle de l'humanité. Donc ça, c'est ce qui me permet de dire qu'on a passé le tipping point. Et une fois qu'on a passé le tipping point, pour
un système considéré. C'est-à-dire que si on parle d'une entreprise, elle s'effondre ou elle émerge. Si on parle d'une communauté, elle s'effondre ou elle émerge. Si on parle d'une civilisation, une fois qu'elle a passé le tipping point, soit elle émerge, soit elle s'effondre. Alors évidemment, on comprend bien que notre humanité, notre civilisation est composée de plein de petits systèmes. Et donc c'est là où la personne qui pose la question a tout à fait raison. En fait, il y a plein de sous-systèmes qui peuvent émerger et d'autres sous-systèmes qui peuvent s'effondrer ou qui sont en train de s'effondrer. Et c'est là qu'on peut faire le lien avec le mot des images fractales qu'a évoqué Bernard Parry. Tiens, je vous mettrai un autre article sur je crois que c'est mon article le plus vu sur mon site web. Les gens qui cherchent images fractales, ils tombent sur moi, alors que je ne suis pas le plus spécialisé, j'imagine. En fait, l'émergence, elle ne se passe pas un jour, il y a une solution valable pour tout le monde. D'ailleurs, petite parenthèse, les solutions valables pour tout le monde, on a déjà essayé par le passé et les plus anciens d'entre nous savent que soit ça n'a pas marché, soit c'était un drame total. Non, l'émergence se fait pour plus de complexité, se fait de manière fractale. Donc, c'est une idée dans un coin, une idée dans un coin, et effectivement d'autres effondrements par-ci, par-là, et qui petit à petit créent une très, très belle image fractale qui, elle, est cette émergence globale. Merci Bruno. On a un petit dessin d'Éric. On va passer à la question suivante. Merci. Alors, je vais prendre une question pour Bernard-Marie, comme ça on va pouvoir alterner. Est-ce que vous avez des exemples d'entreprises qui vivent sur ce schéma, des exemples d'entreprises qui vivent sur ce schéma fractal, Bernard-Marie? Exemple d'entreprise qui vivent sur le schéma fractal, oui, bon, bien sûr, il y en a plusieurs. Alors, moi, je dirais beaucoup et à la fois pas beaucoup. Enfin, de ma connaissance, j'en connais 85 pour en avoir accompagné 85. Donc, c'est des entreprises effectivement qui vivent sur une structure fractale. Alors après, ils sont plus ou moins avancés parce que les changements rapidement évoqués, là, parce qu'on a quand même un contenu assez dense là, dans cette session, la capacité de tout individu à s'emparer de ses rôles, de ses mini-entreprises, la capacité d'un individu à traiter ses tensions, à utiliser l'ensemble des processus, la capacité de l'individu à être centré, y compris dans les fonctions support, à de l'apport de valeur ajoutée, c'est quelque chose de très novateur et qui demande du temps et de l'évolution. Et ce temps-là arrive en même temps que la pratique. Donc, on est vraiment dans ce que souligner, ce qui est un des principes qui émerge des outils à utiliser, c'est ces rituels. Il faut choisir les bons rituels, probablement, mais ces rituels qui permettent d'avancer. Donc oui, après, des entreprises de ce type-là, il n'y en a pas beaucoup sur la planète, à ma connaissance. Et parce que pourquoi? La raison principale, c'est parce que c'est complexe. C'est ça qui est difficile. C'est que mettre en place une structure fractale, ça veut dire mettre en place des rôles avec une hiérarchie, avec des cercles, etc. C'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué. C'est même complexe en termes d'apprentissage. On n'est pas habitué à faire ça. Sinon, il y aurait bien plus d'entreprises qui auraient déjà adapté ça. Cette complexité, elle existe, elle est réelle. Elle n'est pas perçue comme étant nécessaire par toutes les entreprises et tous les patrons d'entreprises, et elle n'est probablement pas nécessaire pour toutes les entreprises. Il y a beaucoup d'entrepreneurs en même temps le dénominateur commun de toutes ces entreprises, c'est toujours un dirigeant ou un groupe de dirigeants qui voit loin, qui a la capacité de voir loin. Déjà, parce que toutes les entreprises n'ont pas ce pouvoir-là. C'est-à-dire qu'il y a plein d'entreprises où il y a des échéances court terme parce que le dirigeant, finalement, il n'est pas nécessairement le propriétaire. Donc, toutes ces entreprises-là, c'est un peu plus compliqué. Mais dans les entreprises des types PME où vous avez le dirigeant fondateur ou la famille du dirigeant qui est fondateur, on trouve plus facilement des entreprises qui sont capables d'aller sur un temps long, parce que c'est un temps long, qui, à mon avis, va se raccourcir et s'accélérer, parce que tout s'accélère en ce moment, pour mettre en place ce type de structure. Donc oui, ça existe, c'est sûr. Et je pense que ça va exister de plus en plus, parce que là, du coup, avec ce qui se passe, et si on accroche par rapport à aux théories des chaos,
eh bien, on va rechercher la complexité, ce qui n'était pas du tout dans l'agenda de la plupart des dirigeants qui cherchent la simplicité. On va chercher une complexité qui va permettre possiblement de créer les conditions de l'émergence, parce que ça passe par une complexité supplémentaire. Et ça, c'est nouveau. Dans le discours. Merci Bernard-Marie. Et d'ailleurs, à ce sujet, on organise une série de webinaires, on vient de lancer ça ce matin, où vous aurez des dirigeants qui vont témoigner de comment eux gèrent la crise avec des structures, pas que Holacracy, mais c'est des gens qu'on a côtoyés, des dirigeants qu'on a accompagnés, coachés et qui vont partager leur expérience de vécu de la crise, au-delà de juste Holacracy également, mais sur cette notion de fractalité et d'émergence. Alors, Bruno, il y a une question de Muriel pour toi qui dit que, donc, qui remercie pour le partage, ça fait toujours plaisir. Et quels sont les indicateurs qui vous laissent à penser que nous avons dépassé le tipping point? Je crois, pour le coup, que j'y ai répondu en répondant à la question précédente. Ce qui me fait penser qu'on a dépassé le tipping point, c'est l'observation de phénomènes d'auto-amplification. Tant qu'on n'a pas passé le tipping point, si vous voulez, on est encore dans le monde linéaire, c'est le thermostat. C'est-à-dire que s'il fait trop chaud, la clim démarre. S'il fait trop froid, la clim s'arrête. S'il fait trop chaud, la clim redémarre. Donc, on est dans cette phase d'oscillation plus ou moins régulière, plus ou moins symétrique. La définition du tipping point, c'est qu'une fois qu'on l'a passé, eh ben, là, le thermostat, si vous voulez, est devenu fou. C'est-à-dire que s'il fait trop chaud, il met la clim, et quand il fait trop froid, qu'est-ce qu'il fait? Il remet la clim, il la remet encore plus fort, et puis il la remet encore. Et donc, on a un phénomène d'auto-amplification. C'est dans le cas des crises, une crise cyclique, on va mettre en place des mesures de contrôle. Alors, dans les banques, on va peut-être appeler ça de régulation. Et tout va à peu près revenir à ce qu'on appelle la normale. Si on a passé le tipping point, en fait, plus on fait de choses et plus ça peut empirer. Et plus, on l'a vu, ça peut aussi s'améliorer. Donc voilà, en deux mots, ce qui me permet de penser qu'on a passé le tipping point, c'est l'observation de phénomènes boule de neige, de phénomènes d'auto-amplification. Bernard-Marie, tu veux réagir sur cette question? Non, je pense que tout a été dit. Effectivement, la définition de ce tipping point, c'est les phénomènes d'auto-amplification. Ce que je pourrais rajouter, c'est que probablement, on peut rentrer un peu plus finement, sans doute. Je parle sous le contrôle de l'expert, bien sûr, mais sans doute qu'il y a des terrains de jeu. Il y a tipping point dans un domaine, dans deux domaines, trois domaines. Puis il peut y avoir un tipping point plus généralisé qui touche l'ensemble de l'humanité sur l'ensemble des terrains de jeu. Et peut-être que tout ça n'arrive pas en même temps. Mais en fait, j'en sais rien. Mais il y a déjà effectivement des passages, des phénomènes d'auto-amplification dans pas mal de systèmes. Merci. Alors, une question de Denis qui dit qu'il a l'impression d'entendre des méthodes de management des années lointaines, relations client-fournisseur, individualisation, pseudo-autonomie. Comment tout cela peut nous aider dans une situation dans la situation actuelle, pardon, je suis un peu larguée. Alors là, j'adore celle-là, je vais commencer. Oui, c'est sûr que quand je dis client-fournisseur, ça fait penser au modèle ancien où on cherchait que les départements soient client-fournisseur. Ce n'est pas du tout ça que je voulais dire. Mais parce qu'en fait, là, quand je parle de client-fournisseur, je parle d'un autre sujet que ce à quoi vous faites allusion probablement. Je ne sais pas qui a posé la question. L'idée là derrière, en tout cas, c'est ce qu'on développe dans nos recherches, parce qu'on a un institut de recherche, et ce on accompagne nos clients là-dessus, c'est de dire qu'on va essayer de relier tous les morceaux, en fait, si vous voulez bien, et je ne suis pas sûr d'y arriver simplement parce que ma parole a du mal à suivre ce que je ressens et ce que j'intuite. Et donc, on a parlé tout à l'heure d'attracteurs étranges. On a parlé, donc si je viens dans le champ organisationnel, humain et organisationnel, on a parlé de la notion de raison d'être, qui aspire à être, qui n'a rien à voir avec généralement la façon dont on utilise ce mot-là. Cette raison d'être, elle existe au niveau de l'entreprise, elle existe au niveau de chaque cercle, elle existe au niveau de tous les rôles et toutes les entreprises des 85 et ceux qui vont témoigner, ils pratiquent ça. Mais la raison d'être, elle s'applique aussi à l'individu. C'est sa zone de talent. La plus grande recommandation que je pourrais faire, ça peut paraître complètement arrogant, mais vous n'êtes pas obligé de me suivre, donc je vais quand même me le dire, c'est aux personnes, si elles veulent passer à un niveau d'émergence, c'est de s'aligner sur sa zone de talent. Faites ce pourquoi vous êtes doué, dans la mesure du possible, le plus possible. Ça va vous permettre de faire avec l'évolution, parce que qui dit évolution, qui dit talent, qui dit raison d'être, qui dit mission de vie, tout ça c'est aligné, tout ça c'est la même chose. Et
Et c'est tous aller vers l'évolution. Mais quand vous êtes aligné dans vos zones de talent, vous créez de la valeur parce que vous êtes aligné sur votre raison d'être. La raison d'être, c'est la valeur. On pourrait utiliser le mot de valeur ajoutée que vous apportez au monde. Et donc, quand je parle de client fournisseur, c'est juste de dire que dans une organisation qui fonctionne sur ce modèle, et il y en a, chaque personne a plusieurs rôles, plusieurs talents. Vous pouvez très bien être designer et puis je ne sais pas quoi, vous avez plusieurs activités, donc peut-être vous allez gérer plusieurs petites entreprises. Aligné sur votre zone de talent, quand vous êtes dans votre zone de talent, vous êtes petite entreprise où vous êtes tout seul. Donc, on n'est rien du concept des anciennes méthodes de management client-fournisseur, on ne parle pas du tout de ça. Eh bien, vous allez pouvoir apporter de la valeur ajoutée. Peut-être pour comprendre, prenons des fonctions support, on l'a fait avec un client, ou une RH fonction support dite improductive, dans certains milieux on trouve encore ça dans la comptabilité, une fonction support dite improductive, bon, on va lui dire, cette fonction support, tu es dans la rôle RH, tu as des compétences, tu délivres de la valeur ajoutée, c'est un mot qu'on n'utilise pas dans les entreprises. Et pour bien faire comprendre ce dont je veux parler, et on l'a fait concrètement, et puis on a d'autres cas, il se trouve que cette personne-là, j'ai mis en relation avec un autre de nos clients qui avait des besoins RH et que cette personne dite support RH de l'entreprise, elle a commencé à facturer à l'extérieur, ce qui était du jamais vu pour une fonction support. Et ça a permis de passer au niveau modèle mental avec la direction d'avoir envie de prôner, qui était un modèle mental. En fait, tout le monde en est productif et tout le monde crée de la valeur ajoutée dans ses rôles, y compris l'informatique interne, y compris les comptables internes, etc., etc. En ce sens, chacun d'entre nous, dans notre rôle, on devient client et fournisseur. On est fournisseur de la valeur ajoutée qu'on délivre et on est client de l'ensemble des autres et on rentre dans un système de client-fournisseur, un peu le même système qu'on pourrait trouver dans une ville. Les systèmes vivants sont intéressants, les systèmes de ville sont intéressants parce que, en termes d'organisation et d'autres gouvernance. Et dans cette ville, vous avez bien, vous allez chez le boulanger, vous allez chez le charcutier, etc. Vous êtes libre d'acheter, de ne pas acheter, et de retrouver cette même forme, une espèce de galaxie avec des micro-entreprises portées par chaque individu, le plus aligné possible sur sa raison d'être et qui se délivrent de la valeur ajoutée les uns avec les autres. Il se trouve qu'il y a encore une membrane juridique qu'on appelle l'entreprise, une membrane qui disparaîtra peut-être un jour et que le monde, beaucoup d'entreprises, ce dont je parle, ce n'est pas d'utopie, on le fait concrètement, pour donner des cas concrets. Et puis, ça rejoint un autre monde parce que parallèlement à ça, j'ai 5 enfants qui sont jeunes, je ne suis pas encore aussi âgé que ça, et je vois bien comment ils fonctionnent et plusieurs d'entre eux ont plusieurs jobs en même temps, ce qui n'effraie plus personne, plusieurs métiers, plusieurs jobs en même temps. Et on voit bien que ces deux mondes, ils vont dans le même sens. On est en train d'aller vers quelque chose qui émerge. Alors, je ne sais pas si ça sera un niveau d'émergence stabilisé, mais en tout cas qui émerge, qui est une galaxie d'individus effectivement connectés, y compris dans le travail, avec une relative indépendance et des relations de client-fournisseur. Alors, quand ils sont dans la même membrane juridique, il n'y a pas forcément d'échange financier. Encore que j'ai connu un client qui est allé jusqu'à créer une monnaie alternative en interne, qui fait plein de sens, pour qu'on puisse mesurer la valeur plutôt que d'en parler. Et cette RH, si je continue avec cette RH, il se trouve qu'elle est encore dans un périmètre, mais elle pourrait très bien être externalisée. Ça n'a aucune importance. À partir du moment où vous êtes à un niveau de la valeur ajoutée dans la relation client-fournisseur qui n'a rien à voir avec ce qu'on aura pu comprendre quand j'utilise ce terme-là, eh bien, les frontières juridiques, elles peuvent s'estomper ou elles peuvent varier plus facilement, comme une cellule d'ailleurs vivante. Merci Bernard-Marie. On a un petit dessin d'Éric avant de passer à la question suivante. C'est le discours du nouveau président. Ah, ça arrive. Est-ce que ça ressemblerait un peu à ça? Merci Eric. Alors, on a une question de Cédric maintenant, peut-être plus pour toi Bruno. En quoi le fait que ce soit fractal fait qu'un organisme est plus résilient? Et il entend cela par rapport au pyramidal. Alors, déjà, j'invite à tous ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une image fractale, simplement à t'appeler dans Google après fractal, parce que c'est beaucoup plus facile de le voir et de l'observer que de l'expliquer. Une des définitions d'une image fractale, c'est une image qui se reproduit à peu près à l'identique à elle-même, quel que soit le niveau d'observation. Et on a, pour répondre à la question de manière indirecte, il y a quand même un truc qui a relativement bien survécu
au cours des millions d'années précédentes, c'est le vivant et qui a assez bien survécu, y compris dans des cas de crise extrêmement chaotiques et avec ces formes d'évolution que j'ai évoquées et que Bernard-Marie a évoquées. C'est encore la nature, le vivant. Et donc la nature et le vivant nous donnent plein d'exemples. Un arbre, les racines de l'arbre, les branches de l'arbre sont des images fractales. On parle toujours du chou, en particulier du chou romanesco. Les alvéoles de votre poumon, par exemple, sont des fractales. Une des raisons, c'est que ça permet d'occuper le maximum de place dans un minimum de volume. Pourquoi les fractales sont plus résilientes ou pourquoi la nature a choisi des formes fractales. Il faudrait demander à des biologistes. Ma réponse de tout ce que j'ai lu, une formule mathématique extrêmement simple. Une formule extrêmement et très simple. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'être mathématicien pour la comprendre. C'est pas x égale x2 plus 1. Par exemple, ça vous fait une fractale en approximation. Donc, c'est très simple. Et la répétition, vous savez, tout à l'heure, je vous parlais au début d'itération, de répétition, va créer ces belles images fractales. Et donc, pourquoi je crois que c'est plus résilient? Une des raisons, c'est que ça repose sur quelque chose d'intrinsèquement très simple. Très simple. Et moi, j'ai beaucoup, je vous ai dit, discuté avec des membres des forces spéciales, parce que quand on parle de chaos, c'est intéressant de voir ce qu'ils disent. Et tout ce que vous discutiez avec les spécialistes de la complexité, Edgar Morin, quelqu'un a demandé comment ma pensée s'articulait avec celle de Marc Alevi. On dit exactement la même chose avec nos propres mots, mais je souscris à 99% à ce que dit Marc Alevi, ce qu'il appelle le changement de paradigme. Ouais, je vais appeler ça l'émergence, mais Edgar Morin va appeler ça la métamorphose. C'est la même chose. On a ce phénomène de petites choses qui va créer, donc des répétitions de petites choses, va créer quelque chose de beaucoup plus complexe. C'est une des formes de résilience. Et aussi, une autre forme de résilience, c'est que dans une image fractale, quand il y a une partie qui est endommagée, et ben le reste réussit à reprendre le flambeau et à reconstituer ce qu'on peut appeler un réseau. Merci Bruno. Alors, on a une question, Bernard-Marie, pour toi, Philippe Parker, qui demande selon vous, la situation actuelle serait plus une menace ou une opportunité pour les entreprises pratiquant l'holacratie et quels sont les éventuels impacts? Sont-ils fort différents pour les entreprises hiérarchiques versus holacratiques? Alors, la situation actuelle est définitivement une opportunité. Moi, je suis résolument, mais c'est réaliste, même si on pourrait croire que je suis résolument positif. Moi, j'ai fait un webinaire juste sur ce sujet-là. Je ne sais pas si quelqu'un peut le mettre dans le chat. On a fait un webinaire là-dessus. Oui, Louis va le faire. Et c'est le. Alors, bien sûr, donc c'est ce sur quoi on accompagne la plupart des entreprises. Pour être très concret, donc la question, ce n'est pas que le télétravail, ça va bien au-delà. C'est effectivement qu'aujourd'hui, on a la chance. Bon, c'est pas que ça, bien sûr. Je vais faire des précautions oratoires d'usage. Et bien sûr que c'est triste, qu'il y a plein de gens qui sont morts, etc. Donc, je ne suis pas en train de dire que ça, c'est bien. Mais en même temps, c'est une opportunité extraordinaire. Le confinement est une opportunité extraordinaire. Même si c'est discutable, ça. Bon, il y a plein de choses à dire, mais si on regarde juste sur ce prisme-là, c'est extraordinaire. Pourquoi? Parce que ça met tous les collaborateurs, tous les employés en sortie de zone de confort. En sortie de zone de confort obligatoire, parce que non décidé. Et du coup, on n'a plus les mêmes points de repère, on est obligé de se réorganiser. Et je vois bien d'ailleurs dans les entreprises que j'accompagne, celles qui le font hyper rapidement, celles qui le font moins rapidement. Et toutes les entreprises, dans les témoignages que vous allez voir que Margot a annoncé tout à l'heure, toutes les entreprises qui sont avancées avec ces organisations fractales de type holacratie, en tout cas avec un management constitutionnel de type fractal, elles ont pu réagir extrêmement vite, beaucoup plus vite que l'ensemble des… difficile de généraliser, je ne connais pas toutes les entreprises au monde, mais beaucoup plus vite, et, enfin même mieux, ce qu'elles me disent toutes,
c'est que le fait qu'elles aient ce modèle organisationnel leur a permis de gérer beaucoup plus facilement la situation, et que l'essentiel de ce qu'elles ont eu à faire, c'était moins des questions d'organisation que des questions de gérer la peur, si on peut dire comme ça, ou d'accompagner la peur qui était inévitable dans pas mal d'organisations. Et donc, pour moi, c'est l'occasion ou jamais de faire la transformation. Tout le monde en parle, la transformation des organisations. Moi, je suis centré sur le discours sur l'organisation parce que le webinaire est quand même le thème, même s'il est plus large que ça, le thème est centré là-dessus. On pourrait généraliser, je vais rester là-dessus. C'est une opportunité extraordinaire parce qu'on profite d'une zone de confort. Et qu'en plus, en confinement, on peut imaginer que c'est plus facile de faire ça de choses. Et en même temps, ce n'est pas toujours possible parce que tout le monde ne sait pas travailler confiné. Il y a des gens qui ont, quand vous avez 2 enfants bas âge, enfin je vais aller court, mais ce n'est pas toujours matériellement possible. On n'a pas toujours la trésorerie devant nous, donc tout le monde n'est pas égal par rapport à ça. Mais ceux qui ont la possibilité de survivre relativement confortablement, alors c'est l'occasion unique pour faire ça. J'étais ce matin, là, j'accompagne, donc on a tout basculé. Nous-mêmes, on a été hyper réactifs, hyper sereins, même si on est impacté comme tout le monde. Donc on fait pas mal d'accompagnement normalement physiquement sur site. Donc dans cela, il n'arrive plus et en fait, on a tout basculé avec beaucoup de fun d'ailleurs, parce que ça fait 10 ans qu'on pratique l'holacratie en l'occurrence. Donc on est quand même habitué à ça. Et donc je discutais ce matin avec un client qu'on accompagne, avec le COMEX, et ils étaient en fait, ils reconnaissaient eux-mêmes que cette situation du Covid, qui était embêtante sur d'autres aspects, elle allait faciliter le projet de transformation dans lequel ils sont. Et il n'y a pas qu'eux qui le disent. Donc, voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais en tout cas, voilà la réponse. On verra dans le chat. J'ai une dernière question pour chacun. Bruno, Marion. Florent demande, est-ce que tu parles de passer du mental à l'intuitif finalement? Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas si c'est les mots que j'ai utilisés. Ma réponse, c'est les deux. Je pense qu'on passe du monde du ou au monde du et. Le monde chaotique, si on veut le comprendre, il faut comprendre que c'est un monde de désordre et d'ordre. J'ai vu passer aussi dans les commentaires une question sur pourquoi moi je parlais de complexité ou Bernard-Marie de simplicité ou l'inverse. Mais en fait, on est dans un monde de complexité et de simplicité. On est dans un monde du mental. Faut pas perdre tout ce que ces 150 ou 300 dernières années de révolution scientifique et de la pensée nous ont amené. Et en même temps, retrouver cette capacité du capitaine de bateau, du marin qui sait aussi écouter son intuition. Donc, je crois que c'est les deux, c'est le mental et l'intuitif, c'est la complexité et la simplicité. C'est les deux. Merci. Tu veux réagir, Bernard-Marie? Non, je pense que oui, et je suis Ouais. d'accord. En fait, c'est inclus et transcende. Quand moi, je parlais tout à l'heure je crois que j'en ai parlé d'intuition. C'est inclus et transcende. Quand je dis on va dépasser le mental, ça ne veut pas dire qu'on va virer le mental. Et de la même manière qu'on a gardé notre côté émotionnel, notre côté physique. Donc, en fait, c'est inclus et transcende. Donc, c'est vraiment la structure d'ordre et d'émergence qui se base sur, on rajoute un niveau de complexité, mais on n'efface pas ceux d'en dessous. Et comme dans la métaphore de tout à l'heure, une molécule, c'est un ensemble d'atomes, on est d'accord, mais c'est plus que ça. Donc, on ne vire pas les atomes, ils sont toujours là. Mais on accède à un niveau de complexité supplémentaire qui est la molécule, qui inclut qui inclut et qui transcende. Quand on passe à un niveau supérieur, émergent des capacités qui étaient inimaginables au niveau inférieur. Et donc, l'intuition, enfin on l'appelle un peu comme on veut, l'intuition ou d'autres termes, ou le supramental, ça dépend. Quelque chose d'autre vient nous donner des capacités supplémentaires. Et je fais le lien avec la raison d'être parce que c'est cette capacité, c'est dans cet espace-là qu'on va capter et être guidé par la raison d'être. Croire que le mental est capable de piloter pour nous sortir et aller vers l'émergence, ça c'est une illusion. On a absolument besoin du mental, mais comme un outil qui va être piloté au plus haut niveau par quelque chose d'autre. Et c'est ça l'incertain, comment on va gérer l'incertain. En tout cas, c'est ce que j'ai voulu dire tout à l'heure. Merci Bernard-Marie, merci Bruno. Alors, on arrive à la fin du temps qui nous est alloué.
Waouh, on a eu beaucoup de questions. Merci beaucoup à tous pour votre contribution. Je les ai capturées comme ça. Si Bernard-Marie et Bruno veulent réagir aux questions par la suite, ils pourront et peut-être qu'on refera un webinaire au vu de l'intérêt. Vous recevrez donc un email avec des informations et puis un second email avec l'enregistrement une fois qu'on l'aura publié. On a d'autres webinaires de planifier. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'Holacracy, le 22 avril prochain, donc ça doit être mercredi prochain, on a un webinaire général sur Holacracy avec Bernard-Marie Chiquet. Et donc du 27 avril au 6 mai, on a cette fameuse série où on a 11 webinaires. On va même en avoir 12 parce que j'ai une autre dirigeante qui va contribuer. Donc on aura 12 webinaires d'1 heure sur un format donc plus court sur justement les témoignages de dirigeants sur leur vécu du Covid-19 et comment ils traversent la crise. Tout ça, c'est gratuit. Voilà, on offre ça en cette période de confinement pour occuper. Donc, on aura Monsieur Bricolage, Carabé Biocop, Logic Max, enfin, tout un tas d'entreprises suisses, françaises, belges. Ça va être assez fun à animer. Si jamais vous êtes intéressé pour aller plus loin, vous avez donc pas mal d'informations dans l'email qui va suivre. Et on s'est mis au e-learning. Donc, vous verrez qu'on propose aussi des formations en e-learning, management et self-management et des parcours de dirigeants et de coaching en ligne également. Alors, pour terminer, je vous propose, Bruno et Bernard-Marie, de faire un petit… Hop, j'ai oublié Eric. Une petite image avant le tour de clôture. Eric, on va commencer par toi. Tu vas faire une petite clôture en image pour ton Là, ressenti. je vous ai fait un dessin fractal, voilà. Mais un vrai fractal, hein, je ne plaisante pas. Il arrive. Le voilà. Le fameux chaos de Bruxelles. Qui ne doit pas être de Bruxelles d'ailleurs. Mais… Merci Eric. Bruno, ta clôture de ce webinaire? 1 minute pour vous raconter une histoire. Moi, dans ma recherche de comment bien traverser les crises et comment en émerger, un jour, je discutais avec un ami qui s'appelle John Peters. John Peters, il a à peu près mon âge. Il n'y a pas un Anglais de plus de 40 ans qui ne le connaît pas, parce que c'est le dernier prisonnier de guerre anglais, encore vivant. Pendant la première guerre du Golfe, c'est un pilote d'avion et son avion, un Tornado, a été abattu par la défense irakienne. Et il a été emprisonné et torturé avec son copilote pendant 7 semaines, qui est la durée, pour les plus anciens d'entre nous s'en souviennent peut-être, la durée en fait de la première guerre du Golfe. Et il décrit dans son livre toutes les tortures qu'il a vécues et les doutes. Et quand j'étais avec lui à Londres la dernière fois, je lui dis, mais, enfin c'était en anglais, mais je lui dis, mais John, qu'est-ce qui t'a aidé? Et je lui dis, tu sais que je travaille moi sur ces sujets-là, qu'est-ce qui t'a aidé? Et il réfléchit, il boit un coup, et il réfléchit, et il me dit, Bruno, 2 choses. La première chose, c'est que tous les jours, je visualisais de tenir mes enfants. Il avait 2 enfants à l'époque, qui étaient petits, qui sont grands maintenant. Je les voyais, mais quand je les visualisais, je sentais l'odeur de leurs cheveux, je sentais la douceur de leur peau. Tous les jours, je visualisais de les tenir dans mes bras après. Ben c'est ça le rêve positif dont je vous parlais, l'attracteur étrange ou la raison d'être de Bernard-Marie. Et la deuxième chose qu'il me disait, et tous les jours je m'obligeais, et il y a des fois il pouvait à peine bouger après les séances de torture, je m'obligeais à avoir des petites routines, soit de sport, soit par exemple la visualisation, ou de faire des petits trucs, de répéter. Ben voilà, John, il résume le message que je voudrais vous donner, c'est ayez une visualisation positive de l'après, et ayez vos ensembles de routines ou de rituels. Merci Bruno. Bernard-Marie, un petit peu de fin? Oui, bien sûr, avec plaisir. Moi, je dois avouer que j'aime bien, en fait, dans l'hypothèse qu'on soit dans cet état chaotique, dans cette zone chaotique, je me sens bien. Et la raison profonde pour laquelle je me sens bien, c'est que je pense que c'est vraiment une occasion unique pour qu'on découvre enfin ce que tant de gens appellent l'humain et les capacités créatrices des êtres humains. Le Covid en montre plein d'exemples. Je vois plein d'initiatives qui n'auraient jamais vu le jour s'il n'y avait pas eu le Covid-19. Et si vraiment on est dans cet espace chaotique, donc avec des phénomènes d'auto-amplification qui se poursuivent, on va trouver, moi j'ai confiance qu'on va trouver, et qu'on a la capacité créative
On a juste besoin d'être un peu contraint et un peu bousculé, mis dans un cadre qui nous force à créer. On va pouvoir enfin voir ce dont l'humain est capable, avec toute la beauté de la capacité dans ce que je viens de dire. Et moi, ça me réjouit beaucoup. Merci. Moi, je vous remercie tous, notamment Bruno, Bernard-Marie et Eric. C'était très chouette d'avoir les dessins. Merci pour le contenu très pertinent et très intéressant. Et merci beaucoup aux participants pour vos commentaires. Ça fait chaud au cœur puisqu'on est ravis d'offrir ces webinaires sur des sujets divers et variés. Et n'hésitez pas, si vous avez des idées de webinaires, on sera ravis de les faire. Et merci beaucoup pour vos questions. Et je vous souhaite une très belle journée. Elle est ensoleillée ici en Bretagne en tout cas.